Soudan, le président déchu Omar El-Béchir a paru samedi pour la deuxième audience de son procès. La défense a réclamé sa libération sous caution. Nouvelle manifestation ce dimanche à Hong Kong. Des centaines de manifestants ont défilé sous des canons à eau de la police. Deuxième anniversaire de leur exil de Birmanie, environ 200 000 Rohingyas ont manifesté dimanche dans un camp de réfugiés du Bangladesh. Vêtu d'une robe blanche, l'ancien homme fort du pays a été placé dans une cage en métal, comme lors de la première audience. Il fait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et de trafic d'influence. Samedi, le juge a entendu 3 témoins, dont 2 enquêteurs qui avaient perquisitionné sa résidence où avaient été retrouvées de grosses sommes d'argent. Le 19 août dernier, un enquêteur avait déjà affirmé qu'Omar El-Béchir avait avoué avoir reçu d'importantes sommes d'argent saoudien en espèces à hauteur de 90 millions de dollars. De son côté, la défense a demandé la libération sous caution de l'ancien président, une requête que le juge a promis d'examiner en fixant la prochaine audience au 31 août prochain. Le procès d'Omar El-Béchir ne concerne pas les accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de génocide dans la région du Darfour, pour lesquels il est recherché par la Cour pénale internationale depuis une décennie. Après l'audience, 2 groupes différents ont manifesté près du tribunal. L'un composé de plusieurs dizaines de manifestants a lancé des slogans réclamant que l'ancien président ne soit pas seulement jugé pour corruption, mais aussi pour son rôle présumé dans plusieurs conflits, dont celui du Darfour. Un autre groupe plus petit a lui exprimé son soutien à l'ex-président. Le parti de Nabil Karoui, candidat à la présidentielle arrêté pour blanchiment d'argent, a accusé samedi le Premier ministre Youssef Chahed de chercher à barrer la route à ce rival potentiel. Intervenant à 3 semaines du premier tour de la présidentielle, cette arrestation fait monter la tension autour du scrutin. Cette arrestation a été opérée par un groupe au sein du pouvoir qui refuse la transition démocratique, un cabinet noir qui utilise tous les moyens de l'État, des moyens irréguliers, qui utilisent des procédures judiciaires illégales pour revenir sur tous les acquis de la Tunisie post-révolutionnaire et revenir aux pratiques dictatoriales scélérates. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie est la conséquence de la tentation dictatoriale d'un groupe qui est au sommet de l'État. Ce groupe est distinct du pouvoir en place. Il est même distinct de Tahia Tounes. Il s'agit d'une organisation occulte qui est chapeautée par Youssouf Chahed et qui agit parallèlement à l'État en utilisant ses moyens de façon illégale et immorale. Jusque-là, le camp du Premier ministre Youssef Chahed n'a pas réagi à ces accusations. Malgré cette arrestation, l'instance chargée des élections a précisé que Nabil Karoui, essentiellement connu en tant que patron de la chaîne Nesma TV, restait candidat à la présidentielle. Vendredi, l'instance chargée du contrôle de l'audiovisuel avait déjà décidé d'interdire à 3 médias émettant illégalement, dont Nesma TV, de couvrir la campagne électorale. Il faut dire que Nabil Karoui et son frère Ghazi sont visés par une instruction judiciaire du pôle financier depuis 2017, après le dépôt par l'ONG anticorruption iWatch d'un dossier les accusant de fraude fiscale. Le juge d'instruction au pôle financier avait décidé en juillet le gel de leurs biens et de leurs fonds financiers et ils avaient reçu une interdiction de quitter le pays. La rencontre d'Alger est la première du genre depuis le début du mouvement de contestation en février. Il s'agit d'un premier pas très positif, a estimé Maître Saïd Sali, un des représentants de la société civile et vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, l'ADDH. C'est un signal fort au pouvoir que le dialogue se fait dans la société, ouvert, inclusif, en phase avec le Irak, mouvement de contestation, pour faire aboutir ses revendications légitimes et aller vers la nouvelle République, a-t-il ajouté. Une commission de suivi mise en place lors de la rencontre va travailler sur les différentes feuilles de route proposées afin d'établir un plan consensuel de sortie de crise.
Le président du Rassemblement Action Jeunesse rage d'ajouter « La force du pouvoir réside dans notre division ». Cette nouvelle initiative précède la mobilisation du vendredi. Les Algériens ont à nouveau manifesté massivement dans le centre d'Alger au lendemain de l'entrée du mouvement de contestation inédit dans son 7e mois. Comme pour calmer un tant soit peu les ardeurs, les autorités ont chargé une instance de dialogue, de consultation en vue de définir les modalités d'une présidentielle. Une proposition systématiquement rejetée par la contestation. Durant le seul mois de juin 2019, plus de 800 000 personnes ont fui les violences le long de la frontière entre les régions Oromo et Somalie, dans le sud-est de l'Éthiopie. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, une première vague d'exode avait eu lieu lorsque des combats avaient éclaté en avril dans cette zone et il est difficile d'estimer le nombre total de déplacés. La plupart vivent sans abri ni conditions sanitaires correctes et la situation risque de s'aggraver avec le début de la saison des pluies, a averti l'Agence de l'ONU pour les migrations. À l'en croire, ceux qui ont fui récemment sont venus grossir les rangs des quelques 1,8 million de déplacés déjà recensés en Éthiopie. Nombre d'entre eux ont trouvé refuge auprès des parents, dans des écoles, des bâtiments publics et des usines désaffectées. Pour le Comité international de la Croix-Rouge, les affrontements intercommunautaires dans le sud de l'Éthiopie alimentent une crise humanitaire qui se développe rapidement. Cette crise passe complètement sous les radars de la communauté internationale et les conséquences de cette négligence pourraient être désastreuses car si l'aide humanitaire n'augmente pas rapidement, des risques de malnutrition et de maladies vont se développer. Les résultats sont catastrophiques. Dès que ça ne marche pas, dans un système, c'est les enseignants. Quand ça marche, c'est la politique qui a bien géré le système, c'est à elle qu'on jette les fleurs. Je crois qu'il faut qu'on soit logique sur toute la ligne, aller-retour. Et si c'est le gouvernement qui fait bien le système, alors lorsqu'il est mal, il faut aussi reconnaître que c'est lui qui le fait mal. C'est là une évidence et c'est incontestable chez nous. Et l'enseignant qui est accusé à tort, parce que le résultat est catastrophique aujourd'hui, je crois qu'il est accusé parce que peut-être on n'a pas d'argument à donner. Ou alors on accepte les arguments qui tombent sous les sens. Et il faut reconnaître que le Niger a son histoire de le système éducatif. Et cette histoire n'est pas exempte. D'ailleurs, elle est même trifée de beaucoup d'erreurs, notamment l'incapacité de nos gouvernants à faire un choix souverain et un choix national d'un système éducatif et de la façon de le gouverner. Nous avons, parce que nous tendons la même propagande souvent de quoi gérer notre système, était toujours obligé de nous plier à 4 pour faire la volonté du donateur. Quand le primaire est malade, il ne peut que fournir au collège, et en tout cas des élèves avec un niveau catastrophique. Le collège a beau faire, il donnera au lycée, et en tout cas des lycéens de la seconde avec un niveau qui n'est pas en tout cas requis pour continuer. Et du coup, si l'examen est un tout petit peu propre, en tout cas l'attard qu'on a entassé, puisque les conséquences du primaire se reportent au collège, ces insuffisances du collège vont se reporter au lycée notamment, et ces 3 degrés-là vont bonifier le problème et ça va se reporter de manière catastrophique sur le bac. Cela va sans dire et c'est comme ça au niveau de tous les cycles. L'examen du bac n'est qu'un élément indicateur du malaise du système éducatif. Et dans tous ces processus-là, le programme, la politique éducative, la gestion du système, son financement, tout ça, c'est l'enseignant. Non, l'enseignant est le produit d'un système, malheureusement, qui se porte très mal. Parce que ce sont les élèves, quand même, du système qui deviennent des enseignants. Mais lorsque déjà nous sommes d'accord que nos systèmes se portent mal et que le produit qu'il sert est lui aussi médiocre, il va de soi que l'enseignement recrute forcément dans ce lot-là du produit du système. Mais ils ne sont pas exempts de cette insuffisance, de cet état. Ils étaient nombreux à défiler dans les rues de Hong Kong dimanche alors qu'une pluie s'abattait sur eux.
C'était au lendemain de violents affrontements dans la ville après 10 jours d'accalmie. La police du territoire, régulièrement fustigée par les manifestants, est au centre depuis des semaines de l'ire des contestataires qui l'accusent de violence. Pour la première fois depuis le début du mouvement en juin, la police de Hong Kong a utilisé dimanche des canons à eau lors d'échauffourées avec des manifestants radicaux. Les forces de l'ordre avaient jusqu'à présent affirmé ne vouloir utiliser cette technique de dispersion qu'en cas de perturbation à grande échelle de l'ordre public. 10 personnes ont été hospitalisées après les affrontements de samedi. Les manifestants ont été frappés à coups de matraque par la police qui a également tiré des gaz lacrymogènes. Né en juin du refus d'un projet de loi controversé autorisant les extraditions vers la Chine, la mobilisation a depuis élargi ses revendications pour demander notamment l'avènement d'un véritable suffrage universel sur fond de crainte d'une ingérence grandissante de Pékin. Le gouvernement de Hong Kong a eu recours à tout un éventail de méthodes allant de l'intimidation à la propagande en passant par la pression économique pour tenter de contenir la contestation. Une stratégie que les manifestants qualifient de terreur blanche. Deux années que le malheur a frappé les Rohingyas. Quelques 740 000 membres de cette ethnie musulmane avaient fui l'État Rakhine en Birmanie en août 2017 suite à une opération de répression de l'armée. Des familles entières avaient rejoint dans des conditions très difficiles 200 000 Rohingyas victimes de persécutions et déjà installés de l'autre côté de la frontière au Bangladesh. Des réfugiés ont organisé des prières musulmanes en hommage aux personnes décédées. D'autres portaient de grandes banderoles exhortant la Birmanie à leur accorder la citoyenneté birmane. Environ 200 000 Rohingyas ont participé à ce rassemblement pacifique dans les camps de réfugiés au Bangladesh. Au total, près d'1 million de personnes sont désormais réparties dans une trentaine de camps de réfugiés du district bangladais frontalier de Cox's Bazar. Sous le soleil, des enfants, des femmes portant le voile et des hommes vêtus de paille multicolores ont défilé dimanche en criant « Dieu est grand, longue vie aux Rohingyas ». Ils disaient commémorer ce qu'ils appellent le jour du génocide. Les Rohingyas ne sont pas reconnus comme une minorité officielle par le gouvernement birman. Celui-ci, qui les considère comme des Bengalis, ne leur a pas non plus donné la citoyenneté birmane, même si de nombreuses familles vivent à Rakhine depuis des générations. La sécurité a été renforcée dans le camp de réfugiés de Kutupalong, le plus grand du monde, où vivent actuellement plus de 600 000 Rohingyas. Le Bangladesh et la Birmanie ont signé un accord de rapatriement des réfugiés en 2017, mais 2 tentatives en novembre, puis cette semaine ont échoué car ils refusent tous de partir.